Alors que certaines régions éloignées continuent de percer leur mystère dans des conditions changeantes, des secrets étonnants ont été découverts qui ont capté l'attention du monde entier. Qu'il s'agisse d'étranges vestiges de la vie ancestrale, de vestiges d'anciennes civilisations ou d'artefacts entourés d'énigmes, ces découvertes sont vraiment extraordinaires. Quelles merveilles cachées émergent des profondeurs de l'histoire, et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Numéro 1. Des chercheurs israéliens ont trouvé 4 épées romaines bien conservées dans une grotte près de la mer Morte. Ces épées, vieilles d'environ 1900 ans, ont été découvertes par une équipe photographiant une ancienne inscription dans la grotte. 3 des épées conservaient encore leur fourreau. Ils étaient cachés dans une fissure difficile d'accès à l'intérieur de la grotte. Les archéologues pensent que les rebelles juifs ont pris ces épées aux soldats romains et les ont ensuite cachées pour une utilisation ultérieure. Elie Escusido, directeur de l'autorité des antiquités d'Israël, a qualifié cette découverte de « dramatique et excitante ». Il a expliqué que l'air sec du désert a aidé à préserver les épées et autres artefacts en excellent état, comme s'il s'agissait d'une capsule temporelle. La grotte, perchée au sommet d'une falaise au-dessus de la mer Morte, avait déjà été explorée il y a 50 ans, lorsqu'un fragment avec une ancienne écriture hébraïque a été trouvé. L'archéologue Osfer et son équipe sont retournés dans la grotte pour essayer de lire davantage d'écrits anciens à l'aide d'appareils photo spéciaux. C'est alors qu'ils ont trouvé un pilum romain, un javelot, et des morceaux de fourreau en bois. L'équipe a ensuite fait appel à d'autres experts pour explorer la grotte, ce qui a conduit à la découverte des épées. 3 d'entre elles ont été identifiées comme des spatas romaines, de longues épées, et la 4e comme une épée plus courte avec un pommeau annelé. Tous avaient des poignées en bois ou en métal. La découverte de ces épées et du pilum suggère qu'elles ont été prises aux soldats romains et cachées pour une utilisation ultérieure, peut-être lors de la révolte de Bar Kokhba contre l'Empire romain en Judée. Numéro 2. Les manuscrits de la mer Morte sont des textes anciens découverts entre 1947 et 1956 dans des grottes près de Qumran, sur la rive nord-ouest de la mer Morte. Ils ont environ 2000 ans et ont été écrits en hébreu, en araméen et en grec, principalement sur parchemin. Bien que la plupart aient été trouvés dans des fragments, les experts ont reconstitué environ 1915 manuscrits, qui se répartissent en 3 catégories, bibliques, apocryphes et sectaires. Les textes bibliques comprennent les plus anciens textes connus de la Bible, tandis que les textes apocryphes et sectaires contiennent des écrits religieux et juridiques. La plupart des experts pensent que les manuscrits appartenaient à une communauté religieuse qui vivait à Qumran, bien que certains aient été copiés ailleurs. Leur découverte est l'une des plus importantes pour l'étude de l'histoire juive, car elle a élargi les connaissances sur la vie en Israël pendant les périodes hellénistiques et romaines, ainsi que sur les débuts du judaïsme et du christianisme. Les premiers manuscrits ont été trouvés par des Bédouins en 1947. 3 d'entre eux ont été achetés par l'archéologue Eliezer Sukenik, tandis que 4 autres ont été apportés aux États-Unis par Mar Athanasius Samuel, chef de l'Église orthodoxe syrienne. En 1954, le fils de Sukenik, Yigael Yadin, a réussi à les faire revenir en Israël. Entre 1949 et 1956, d'autres fragments ont été trouvés par des Bédouins et des archéologues, mais aucun autre manuscrit n'a été trouvé depuis. Numéro 3. En 2023, lors d'une inspection environnementale menée par Energean, une compagnie gazière, une ancienne épave a été découverte alors qu'ils cherchaient des zones à protéger avant de construire un nouveau champ gazier. En examinant les images sonars du fond marin, ils ont remarqué un groupe de bocaux dépassant du fond de l'océan, ce qui a conduit à l'incroyable découverte de l'épave. Le 30 mai 2024, l'archéologue Jacob Savid de l'autorité des antiquités d'Israël et l'expert en environnement Karni Bararan ont examiné 2 anciennes jarres cananéennes récupérées dans la mer Méditerranée. Ces jarres ont été enterrées à plus de 1,6 km de profondeur pendant plus de 3200 ans, appartenant à un navire qui a coulé à l'âge du bronze.
Cette épave est unique en ce sens qu'elle est le seul navire de cette époque trouvé dans les eaux profondes, les autres ont été trouvés dans des eaux peu profondes près de la côte. Le navire transportait de nombreuses jarres appelées amphores, utilisées pour stocker des produits tels que l'huile d'olive, le vin et d'autres marchandises échangées en Méditerranée, reliant des endroits tels que la Grèce, Chypre et l'Égypte. Les archéologues et une équipe de la compagnie gazière ont travaillé ensemble pour récupérer les jarres du fond marin, en utilisant un robot spécial pour plonger et les extraire soigneusement. D'après leur forme et leur conception, les experts estiment que les jarres datent d'entre 1400 et 1200 avenue Jésus-Christ. L'équipe espère en apprendre davantage sur le navire, son équipage et l'origine des bocaux en étudiant les matériaux et le contenu possible qui reste à l'intérieur. Bien que les archéologues ne reviennent peut-être pas sur le site, il est possible que les futurs chercheurs continuent d'explorer et de découvrir d'autres secrets cachés dans les profondeurs de la mer. Numéro 4. Dans le sud d'Israël, des archéologues ont découvert une très ancienne pièce de poterie avec des inscriptions. Cette pièce, qui a environ 3100 ans, contient 5 lettres qui pourraient former le nom Joval ou Jobal. Dans la Bible, Jobal est un autre nom pour un dirigeant nommé Gédéon. C'est la première fois que ce nom est trouvé en dehors de la Bible, donc les archéologues sont excités, bien qu'ils ne soient pas sûrs qu'il s'agisse de Gédéon lui-même. L'équipe a trouvé cette ancienne poterie dans la forêt saharienne en 2019 et a déterminé son âge en la comparant à d'autres céramiques et en utilisant des tests spéciaux. La poterie date d'environ 1100 avenue Jésus-Christ, ce qui coïncide avec la période mentionnée dans le livre des Juges de la Bible. Ce livre raconte l'histoire des Israélites depuis leur arrivée en Canaan jusqu'au couronnement de Saul en tant que roi. Les chercheurs Yizar Finkel et Sahar Ganor, de l'université hébraïque, trouvent fascinant de trouver le nom, Jobal, de la Bible sur des artefacts réels. Cependant, ils soulignent également que le nom pourrait appartenir à un autre Jobal, car Gédéon aurait vécu loin de l'endroit où la jarre a été trouvée. La cruche, qui pouvait contenir environ 1 litre, pouvait contenir quelque chose de précieux comme de l'huile, du parfum ou des médicaments. L'inscription sur la jarre comprend quelques lettres et des parties d'autres, ce qui suggère qu'il y avait plus d'écriture qui est maintenant perdue. Numéro 5. L'affirmation selon laquelle la dalle des Inzons est la plus ancienne carte d'Europe est une évaluation très controversée de cet artefact ancien, mais elle pourrait être exacte. La dalle a été trouvée pour la première fois en France en 1900, mais à l'époque, elle était considérée comme insignifiante et a été perdue pendant plus d'1 siècle avant d'être redécouverte et examinée plus avant. C'est cette analyse récente qui a conduit à l'idée que cet artefact de l'âge du bronze pourrait être plus qu'il n'y paraissait initialement. La dalle est recouverte d'inscriptions et de marques que l'on pensait auparavant simplement symboliques. Cependant, les experts estiment maintenant qu'il s'agit d'une représentation topographique précise de la rivière Odé et de la région qui l'entoure. Si cette théorie est correcte, ce serait un exploit incroyable, si l'on considère que les personnes qui l'ont créée ont vécu il y a environ 4100 ans. Si nous interprétons la dalle comme une carte, elle indique probablement le territoire qui appartenait à un roi ou à un chef de l'époque. Le fait que la dalle ait été intentionnellement brûlée, brisée puis enterrée pourrait représenter la conquête du territoire par une autre entité. Cependant, tout cela reste une conjecture. Pourtant, l'idée qu'il s'agit de la plus ancienne carte d'Europe est rapidement acceptée comme un fait. Numéro 6. Une immense villa romaine. En novembre 2016, des archéologues travaillant sur un site près du village de Langaille-Huran, en Bretagne, en France, ont été récompensés de leurs efforts par la découverte d'une énorme villa gallo-romaine. La villa se compose de plusieurs bâtiments disposés en forme de H, autour d'une cour entourée de galeries à colonnades. La cour à elle seule couvre plus de 16 000 pieds carrés. L'emplacement de la villa, qui date du 1er siècle, a probablement été choisi pour la vue imprenable qu'elle offrait sur la Rance.
Les preuves archéologiques sur le site suggèrent que la propriété a été agrandie à plusieurs reprises après sa construction et est restée en usage jusqu'au IVe siècle. La structure la plus impressionnante qui reste est peut-être le complexe de bains, qui couvre plus de 4300 pieds carrés et comprend une piscine chaude, une piscine d'eau froide, un bain de pieds et un caldarium avec sauna et bain à remous. Ceux qui vivaient ici devaient être immensément riches, mais aucun matériel d'identification n'a été trouvé sur le site. Les historiens ont conclu qu'il appartenait à une famille noble du village des Curiosolitas, mais cela ne nous dit pas grand-chose. Numéro 7. Le navire funéraire d'un roi. Notre prochaine découverte intrigante provient de l'ancienne ville égyptienne d'Abydos. En novembre 2016, des archéologues ont localisé le site d'une chambre funéraire en briques de boue qui semble avoir servi de lieu de sépulture pour le navire funéraire d'un roi il y a environ 3800 ans. Le navire était le seul objet réel dans la chambre funéraire, mais, pour une raison quelconque, il était accompagné de dessins sur les murs représentant toute une flotte de navires similaires, un total de 120. Il est probable que le navire ait appartenu à un roi de la XIIe dynastie, connu sous le nom de Sésostri II, car sa tombe a été localisée près du site. Cet endroit a peut-être été découvert beaucoup plus tôt. L'archéologue britannique Arthur Weigall a remarqué quelque chose d'inhabituel ici en 1902 et a commencé à creuser, mais le toit s'est effondré pendant que son équipe travaillait. Ils ont donc abandonné le projet. On s'attendait à ce que ces navires prennent vie dans l'au-delà et transportent le souverain défunt dans son voyage à travers l'éternité. Cependant, en trouver un entouré d'autant de dessins est unique. Nous ne savons pas ce que ce navire a fait pour mériter un tel traitement spécial. Numéro 8. Le parchemin d'Engedi. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous sommes en mesure d'ouvrir ou d'examiner des artefacts anciens sans les toucher ni les déballer. L'un de ces artefacts est un rouleau gravement brûlé qui a été trouvé dans la ville d'Engedi, en Israël, en 1970. La ville a complètement brûlé au début du 7e siècle, ce qui explique l'état du parchemin, qui a été trouvé dans l'arche sainte de la synagogue de la ville. Cependant, le parchemin était déjà ancien au moment de l'incendie, comme il a été écrit au IVe siècle. À l'aide d'un programme développé par le professeur Brent Seal et son équipe de l'Université du Kentucky, le parchemin a été numérisé et déballé numériquement en septembre 2016. Son contenu s'est avéré être les 8 premiers versets du livre du Lévitique. Ainsi, le rouleau d'Engedi est officiellement le plus ancien livre de Torah trouvé depuis la célèbre découverte des manuscrits de la mer Morte. C'est aussi le seul exemple au monde d'un livre du Pentateuque trouvé à l'intérieur d'une arche sainte. La technologie est maintenant utilisée dans d'autres documents anciens sensibles, y compris des rouleaux trouvés à Pompéi et à Herculanum. Numéro 9. Les plaques d'or. Les trésors dorés sont le type de découverte archéologique le plus fascinant pour beaucoup de gens, alors jetons un coup d'œil à une découverte d'or sur l'île indonésienne de Java. Il s'agit d'une collection de 22 petites plaques d'or, chacune portant des inscriptions avec des symboles religieux. Les plaques ont été retrouvées ensemble dans une boîte en pierre, non loin d'un ancien temple bouddhiste. Des archéologues experts ont été appelés sur le site, dans le village de Ringin-Laric, après que la découverte ait été faite accidentellement par des ouvriers du bâtiment qui creusaient un aquifère. Les archéologues pensent que les plaques ont été faites au 8e siècle. Chacun est en or 18 carats et les symboles sont principalement dédiés au dieu du vent, connu sous le nom de Dikpalaka, dans la religion javanaise basée sur l'hindouisme. L'Agence centrale de conservation du patrimoine de Java a pris possession des artefacts à la suite de la découverte en septembre 2016, mais a veillé à ce qu'une récompense soit versée à la fois aux ouvriers du bâtiment et aux propriétaires du terrain où la découverte a été faite. Comme les plaques se trouvaient à l'intérieur d'une boîte décorative, il est probable qu'elles aient été enterrées en guise de bénédiction ou d'offrande lorsque les travaux ont commencé dans le temple voisin. Numéro 10. Dagues en os humain. En Nouvelle-Guinée, les poignards en os sont des découvertes archéologiques relativement fréquentes.
Ils sont souvent décorés dans les moindres détails et on pense que la beauté et la qualité de chacun d'entre eux reflétaient le prestige et la puissance du guerrier qui les possédait. Jusqu'en 2018, les archéologues pensaient que les guerriers de Nouvelle-Guinée avaient un autre moyen de montrer leur statut. Bien que la plupart des poignards soient faits d'os d'animaux, certains ont été fabriqués à partir d'os humains, en particulier le fémur. Ces poignards, beaucoup plus rares, étaient probablement réservés à des individus de haut rang. Cependant, ils n'étaient pas de simples objets cérémoniels, car certains spécimens montrent des signes évidents d'avoir été utilisés dans des combats au corps à corps. Les explorateurs du XIXe siècle ont mentionné que les tribus locales utilisaient des poignards en os humain dans des pratiques telles que le cannibalisme et la mutilation. Bien que ces récits aient été considérés comme exagérés, on sait aujourd'hui que la fabrication de ces poignards s'est poursuivie jusqu'au milieu du XXe siècle. Numéro 11. Le masque de parade de la cavalerie de fer. Nous poursuivons avec une trouvaille romaine rare découverte en Roumanie en février 2023, un masque de parade de cavalerie en fer vieux d'environ 1000 ans. Bien que les masques de parade romains soient inhabituels, celui-ci est particulièrement unique, car tous ceux que l'on trouvait auparavant dans le pays étaient en bronze. C'est le seul fer que l'on trouve en Roumanie. Malheureusement, son matériau l'a laissé très rouillé après des siècles sous un sol humide. Les experts l'ont identifié comme le type calcrise, reconnu par ses fines fentes oculaires, son nez large et son expression curieusement calme. La découverte a été faite par B. Palal, un amateur équipé d'un détecteur de métaux, ce qui est inhabituel, car en Roumanie, une licence est nécessaire pour posséder ces appareils. Le masque appartenait probablement à quelqu'un qui a servi dans le fort romain voisin de Bimbu pendant les guerres d'As. Espérons qu'après le nettoyage et la conservation, il aura l'air beaucoup mieux. Numéro 12. L'intelligence artificielle à la rescousse de l'archéologie. Alors que beaucoup craignent l'impact de l'intelligence artificielle à l'avenir, dans le présent, elle aide les archéologues. En février 2023, un nouvel outil appelé Fragmenta, développé à l'Institut de philologie de l'Université Ludwig Maximilian en Allemagne, a été introduit. Cet outil promet de grandes avancées dans la reconstruction des textes anciens. Plus de 22 000 fragments de tablettes avec des rapports babyloniens non traduits ont déjà été traités, et beaucoup d'autres restent à analyser. Fragmenta peut identifier des fragments et reconstruire des tablettes cassées, en faisant correspondre des sections de texte basées sur des modèles connus de mots et de phrases dans d'autres tablettes. Les premiers résultats sont prometteurs et il est actuellement utilisé par environ 200 universitaires dans le monde. L'objectif est de le rendre accessible à tous à l'avenir. Numéro 13. Collection de harpons et d'épées en cuivre. En juin 2022, un agriculteur de Mainpuri, en Inde, a fait une découverte étonnante par accident. Alors qu'il labourait son champ, il a trouvé une collection de harpons et d'épées en cuivre enterrés depuis au moins 4000 ans. Au début, il croyait que les objets étaient en or, alors il a décidé de les ramener chez lui au lieu d'en informer les autorités. Cependant, lorsqu'il s'est vanté auprès de ses amis de sa trouvaille, la police l'a découvert et a confisqué les appareils. Ils sont maintenant sous la garde d'experts, qui se demandent pourquoi ils étaient tous ensemble au même endroit. Étaient-ils cachés pour être récupérés plus tard? Y avait-il une fabrique d'armes il y a 4000 ans? Ce qui est clair, c'est que ces objets n'étaient pas ordinaires, mais conçus pour une armée redoutable. Sans preuves archéologiques supplémentaires sur le site, bon nombre de ces questions pourraient ne jamais être résolues. Numéro 14. L'Aurige de Delphes tire son nom du fait qu'il s'agit d'une statue d'un ancien conducteur de chars grec. Il a été découvert à l'intérieur du sanctuaire d'Apollon à Delphes, en Grèce, en 1896. Le nom grec de la statue, qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la sculpture en bronze antique, et Eniocho, qui se traduit par « celui qui tient les rênes ». Certains historiens pensent que la statue représente Polysalo de Jola, un chef tyrannique de la Sicile,
et qu'elle a été érigée pour commémorer sa victoire dans la course de chars lors des Jeux Pythiques de 474 avenue Jésus-Christ. Cependant, d'autres pensent que la personne représentée est son frère Géron, qui a également célébré une victoire dans la course de chars, mais aux Jeux Olympiques. La statue est tout ce qui reste d'une œuvre d'art beaucoup plus grande qui comprenait 4 chevaux et peut-être une paire de palefreniers. On pense que l'origine de Delphes est l'œuvre de Pythagore de Rhégium, un sculpteur notable de l'époque qui vivait en Sicile, bien qu'il ne soit pas exclu que l'auteur soit le sculpteur grec Calami. Les statues en bronze de cette époque sont rares, car elles étaient souvent fondues pour réutiliser le matériau. Cependant, il a partiellement survécu car il a été enseveli sous un éboulement. Numéro 15. En novembre 2013, le détecteur de métaux amateur Laurence Agerton s'est rendu dans un champ près de chez lui à Saunderbon, en Angleterre, avec son instrument à la main. De retour chez lui, il découvre l'une des plus importantes trouvailles de pièces de monnaie romaine jamais trouvées dans les îles britanniques. Au total, Laurence a récupéré 22 888 pièces de monnaie du IVe siècle. Toutes les pièces ont été frappées entre les années 330 et 348 et sont faites d'alliage de cuivre. La plupart d'entre eux datent du IVe siècle, sous le règne de l'empereur romain Constantin et le règne conjoint ultérieur de Constance Ier et de son frère Constant. Il y a eu un débat sur qui devrait prendre possession des pièces après que Laurence ait signalé la découverte, mais elles se sont finalement retrouvées entre les mains du Royal Albert Memorial Museum à Exeter. Laurence a été payé pour la découverte et ses pièces sont maintenant connues sous le nom de site d'Aou-Noir. Numéro 16. En 1999, un investisseur immobilier à la retraite nommé Hubert Selle a affirmé avoir découvert un temple mégalithique sous l'eau, non loin de la côte de Saint-Julien, sur l'île de Malte. Le site de la découverte est maintenant connu sous le nom de Garbe. Certains archéologues ont rejeté l'idée que sa découverte soit un temple, affirmant qu'il ne s'agit de rien de plus qu'une formation rocheuse naturelle. Cependant, une exploration archéologique complète de la région n'a jamais été faite et personne ne semble savoir pourquoi. Cela n'aide pas que Hubert était un disciple bien connu de Zecharia Sitchin, qui croyait en la théorie de l'ancien astronaute et a été le premier à écrire sur l'existence d'une planète mythique appelée Nibiru. Cela a permis aux experts de rejeter plus facilement Hubert Selle comme un excentrique. Il a également affirmé avoir été guidé vers la découverte par la déesse Astarté, reine de l'Atlantide, ce qui n'a pas beaucoup aidé son cas non plus. Pour aggraver les choses, les plongées ultérieures n'ont pas permis de localiser le temple, pas même celle auquel Hubert Selle lui-même a participé. Nous aimons garder l'esprit ouvert lorsque c'est possible, mais la crédibilité de cette histoire est vraiment en question. Numéro 17. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour savoir que le bois pourrit. Les artefacts en bois sont beaucoup moins susceptibles de survivre des milliers d'années pour les archéologues modernes que les artefacts fabriqués à partir d'autres matériaux. Cela rend ce chariot en bois encore plus remarquable. Il est presque complet et a été trouvé sur les rives du lac Sevan, près du village de Chêne, en Arménie. Incroyablement, le char a près de 4000 ans. C'est l'une des plus anciennes voitures du monde et sans aucun doute la voiture la mieux conservée de son genre de cette époque. En décembre 2017, près d'une douzaine d'autres voitures à 4 et 2 roues ont été découvertes. Bien qu'aucun d'entre eux ne soit aussi bien conservé que celui-ci, les chariots sont entièrement en chêne et avaient autrefois un revêtement en tissu sur la surface intérieure des roues. En plus de leur âge, une autre chose qui a surpris les experts à propos des voitures est leur petite taille. Certains ont émis l'hypothèse qu'au lieu d'être tirés par des chevaux ou des béhufs, les charrettes auraient pu être tirées par des personnes. Si c'était le cas, cela aurait été un travail épuisant pour quelqu'un. Numéro 18. La civilisation de la vallée de l'Indus, également connue sous le nom de civilisation harappique, a prospéré entre environ 2600 et 1900 avant JC dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et le nord-ouest de l'Inde.
C'est l'une des plus anciennes civilisations du monde et se distingue par ses techniques d'urbanisme avancées, son architecture et ses systèmes d'eau et d'assainissement. Des villes, telles que Harappa et Mohenjo-Daro, ont été construites avec un haut degré de planification. Ils avaient des rues droites, des systèmes de drainage sophistiqués et des maisons en briques. Les maisons étaient faites de briques cuites uniformes, et beaucoup avaient des salles de bain et des systèmes d'égouts. Les bâtiments publics comprenaient des granges et des bains communs. L'économie était basée sur l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Ils cultivaient du blé, de l'orge et des pois, et élevaient des animaux tels que des bovins et des moutons. Le commerce était actif à la fois localement et avec des régions éloignées, comme la Mésopotamie. Ils utilisaient des timbres pour marquer les marchandises et avaient un système de poids et de mesure. L'écriture de cette civilisation, encore indéchiffrée, consistant de brèves inscriptions sur des sceaux et des tablettes d'argile. La religion et la structure sociale restent en grande partie un mystère en raison de l'absence de longs textes écrits. La civilisation de la vallée de l'Indus a commencé à décliner vers 1900 avenue Jésus-Christ, peut-être en raison du changement climatique, de catastrophes naturelles ou d'invasions. Bien que beaucoup de choses sur cette civilisation restent inconnues, ses progrès en matière d'urbanisme et de technologie sont encore admirés aujourd'hui.